Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver l'ancien flic Jean-Pierre Colombiès qui était l'invité de TVL qui va nous révéler une information extrêmement importante, une info qu'on n'avait entendue nulle part, une information dangereuse pour notre futur proche. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie les récents donateurs sur ma page Tipeee, n'hésitez pas aussi à le faire, vous avez le lien en description sous la vidéo. Et puis vous avez mon Patreon que vous pouvez retrouver avec du contenu exclusive. On l'écoute et on en parle juste après. De l'enseignement, au niveau de la santé publique, au niveau de la sécurité du quotidien, l'État s'est désengagé au profit, d'entreprises privées, au profit d'une philosophie qui est à la fois le fruit de l'ultralibéralisme, c'est-à-dire qu'on n'investit plus dans l'État et on veut décaler, on veut décliner, on veut décaler cette responsabilité à des mécanismes qui ne sont plus du ressort uniquement de l'État au sens régalien, c'est-à-dire vers les polices municipales qui seront sous l'autorité et la dépendance des communes ou des intercommunalités, et carrément vers l'emploi de sociétés de sécurité privées, comme il est indiqué noir sur blanc dans le livre blanc qui a été co-rédigé par M. Fauvergue, qui était un ancien directeur de la police nationale, ancien chef du RAID, mais qui a été, et surtout, au final, député de Renaissance, ou LREM, je ne sais même plus comment on les appelle. Ça change ça change régulièrement, au fur et à mesure des renouvellements électoraux, ça change. Aujourd'hui, c'est Renaissance, mais d'ici la prochaine présidentielle, ce sera peut-être... Ouais, on va dire macroniste, voilà, ça va être plus simple. On va garder le slogan de base qui est député macroniste et qui a co-rédigé le livre blanc et dans lequel on voit, avec, je dirais, un alibi rhétorique, la mise en place, ou du moins le fait de favoriser l'intrusion des organismes privés dans les dispositifs de sécurisation du quotidien. C'est pour moi totalement inacceptable. On est dans le conflit d'intérêts pur. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui était directeur de service actif, député de l'Assemblée nationale, a rédigé un document qui favorise les boîtes privées dans lesquelles il est partie prenante. Je m'excuse, mais il y a, comme qui dirait, tout simplement un conflit d'intérêts pur et simple. Oui, alors il y a de l'idéologie et de la faiblesse dans tout ça. Parce que oui, mais ça va de pair. Ça arrange certaines personnes haut placées, comme ça on se lave les mains en cas de pépin, ça va de pair. L'idéologie, en ce moment, vous savez, moi j'insiste vraiment là-dessus, je n'appartiens à aucune famille politique. Pour moi, ma famille politique, c'est celle de l'opinion publique, c'est celle du peuple, tout simplement. Celle dont je fais partie. Je fais partie du peuple. Je ne fais pas partie des grandes élites. Donc j'ai besoin d'avoir une police sur laquelle on puisse compter. J'ai besoin d'avoir une justice qui a les moyens de faire son job. Vous voyez, sur la page, enfin sur la jaquette, on voit un policier qui est menotté dans le dos. Ça a une double signification. Signification tout simplement. Alors la première, c'est que même si vous êtes flic, eh bien vous devez répondre de vos actes en tant que fonctionnaire. Si vous avez fauté, vous commettez un délit dans le cadre de vos fonctions, vous devez en rendre compte. C'est une des rares fonctions où, d'ailleurs, le fait de faire votre boulot peut vous amener à en répondre devant la justice. Le policier qui se lève le matin, il met son arme sur le côté, je caricature, donc il risque à la fois de tuer, d'être tué et de perdre son boulot parce qu'il aura commis une faute professionnelle. Et le deuxième symbole, c'est que la police, l'institution police de façon plus générale, plus globale, donc là on vient d'évoquer la responsabilité individuelle, qui est constante, qui est rappelée par le code de déontologie et par le code pénal, et puis ce menottage est en fait le menottage de l'institution police qui est prisonnière de toute la démagogie politicienne. Entre la démagogie de gauche qui considère que, pour certains courants, en tout cas dans certains courants, la police est juste au service de l'État, du moins dans le cadre de sa protection des gouvernants, ce qui n'est pas tout à fait faux, d'ailleurs, on pourrait y revenir. Et puis l'hypocrisie de droite, qui consiste à dire, nous, vous allez voir, on va montrer les muscles, on veut une police dure, proactive, on veut la rigueur dans les décisions judiciaires, et qui en même temps réduit le nombre de fonctionnaires sur le terrain, réduit les budgets, ce qui fait qu'aujourd'hui on a une police et une justice qui est dans un état de paupérisation totale. Oui, voilà, vous avez parlé, vous évoquez d'ailleurs dans votre livre un ancien ministre de l'Intérieur qui a une vingtaine d'années parlait de nettoyer au Karcher et qui, une fois arrivé à l'Élysée, a plutôt passé le Karcher dans les effectifs de police. Absolument. Je vois à peu près de qui vous voulez parler. Quelqu'un qui maintenant commence à cumuler et accumuler les condamnations judiciaires. Alors qu'il est bien placé maintenant pour goûter de l'intérieur sur les arcanes. Il y rencontre les policiers maintenant. Il rencontre les policiers. Il leur serre la main soit en arrivant en tribunal. Oui, mais dans un autre contexte. Non, c'est un personnage que je n'aime pas beaucoup
Parce que justement, il a joué de ça. Il a joué du discours très grégaire, vous allez voir, montrer nos muscles, il faut une police qui soit une police de la répression, on arrête de jouer au foot comme si les policiers de quartier ne faisaient que cela. Et il faudrait y revenir parce que la suppression des policiers de quartier a une conséquence, mais catastrophique sur à la fois la relation entre la population et la police, mais aussi au niveau du renseignement. Et ça, c'est fondamental. On a oublié qu'en supprimant la police de quartier, la police de proximité, comme on l'appelait, de façon assez caricaturale, parce qu'elle existait avant Chevènement, cette police. Chevènement n'a pas inventé la police de proximité. Elle existait au travers d'une institution que tout un chacun connaissait très bien, c'était les îlotiers, les policiers de quartier, qui avaient des contacts avec les gardiens d'immeubles, avec la population, et qui faisaient le lien entre cette population et l'institution d'État. Dès lors que vous supprimez cet axe qui pour moi était vital entre la police et la population, vous perdez le lien, mais aussi le renseignement, parce que ces petits policiers qui étaient sur leur scooter connaissaient tout le monde. Et même les services de renseignement qu'on veut nous faire passer pour des James Bond à la française, des OSS 117 plutôt, en fait, allaient se nourrir auprès de ces policiers de quartier parce qu'ils connaissaient tout le monde. Et quand vous avez face à vous quelqu'un des renseignements généraux qui vous dit « Ah mais tu sais, les frères Kouachi, on les connaissait, on avait leurs fiches. » Là, vous dites, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on les avait identifiés comme étant des individus radicalisés. Et au final de tout cela, il n'en est ressorti que des fiches. On ne les a pas suivis, on ne les a pas surveillés de près, on ne les a pas cadrés. Et on voit la catastrophe à laquelle ça nous a menés. Idem pour Mohamed Merah et tant d'autres. Donc on a perdu, je dirais, à la fois le lien avec le renseignement de terrain, l'interprétation et l'exploitation. Tout ça a disparu. Alors, vous savez, au travers des communications auxquelles on a droit très régulièrement, on nous vante le fait d'avoir neutralisé telle ou telle tentative d'attentat. Ok, d'accord. Donc ça, en fait, c'est l'autosatisfaction par rapport aux résultats d'une police qui se mesure elle-même, si vous voulez. Oui, parce que l'autosatisfaction, nos politiques sont très forts là-dessus. Parce que j'ai parlé de Nicolas Sarkozy et de son Karcher, mais on pourrait parler... C'est vous qui avez prononcé le nom, c'est pas moi. Hein. On pourrait aussi parler, mais je crois que tous nos spectateurs l'ont reconnu avant. Ce serait surprenant d'ailleurs que personne ne l'ait reconnu. Non, Bruno Retailleau et ses chiffres d'autosatisfaction, Gérald Darmanin, enfin, dès qu'il y a eu une opération de démantèlement de trafiquants en drogue, de saisie, c'est de la poudre aux yeux à chaque fois. C'est de la même chose. C'est de la même chose. Alors là, si vous abordez le sujet des stupes, on va en parler, on peut en parler. Ah oui, parce que c'est le plus long chapitre. Parce que ça recoupe beaucoup de problématiques. Voilà pourquoi nous avons perdu la lutte contre le narcotrafic. J'aurais envie de vous dire que c'est presque pas le bon titre. J'aurais dû écrire pourquoi nous n'avons jamais mené la lutte contre le trafic de stupes. Pour une raison très simple. Comme vous racontez dans votre livre, vous avez quand même mené quelques actions et eu quelques réussites, même si... Oui, mais ça n'est que ponctuel, ça n'est qu'épisodique, ça n'est que caricatural, ça n'est que... Vraiment, c'est juste à titre d'exemple, pardon. Mais c'est vraiment écoper le Titanic avec une cuillère à soupe. Ça n'a aucun sens. Moi, j'ai fait des stupes. Vous avez dit Marseille, mais pas seulement. J'ai commencé au stupes au Quai des Orfèvres. Pendant 5 ans, j'ai travaillé au stupes au 36. Les stupes étant l'avatar de ce qu'avait été la brigade mondaine. Et après, j'ai travaillé à Marseille pendant 15 ans. Brigade des stupes, brigade criminelle, BRB, atteinte aux personnes. Donc, j'ai travaillé dans à peu près, je dirais pas tous les secteurs, mais beaucoup, par les renseignements généraux. Bref, donc la délinquance de terrain, je la connais bien. J'y ai travaillé et même si elle a beaucoup évolué, j'ai quand même à la fois grandi, parce que je suis Marseillais d'origine, dans ces cités et travaillé dans ces cités. Donc cette problématique, je la connais bien. Donc tous ces ministres que vous venez de citer, Darmanin, Retailleau et tant d'autres, Castaner, vous oubliez Castaner quand même, on peut pas parler des guignols de l'info sans citer Castaner. Mais lui, il connaissait les deux côtés, lui. Oui, mais enfin, mais bon, on va rester... Les deux parties de la... Allez, on va rester bienveillant. On va ne le citer qu'en tant que ministre de l'Intérieur. Ça suffit largement à ce niveau-là. Il a été parmi l'un des plus incompétents, si ce n'est le plus incompétent. Mais tous ces gens-là nous ont vendu... parce qu'ils avaient ordre de le faire, une efficacité policière qui n'est que de façade. Ceci dit, je rajoute que Castaner, il n'était pas toujours incompétent. Quand il s'agissait de traquer les personnes qui ne respectaient pas le confinement, il était très bon. Face au trafic en drogue, il était... C'est plus facile, hein. C'est peut-être plus facile, C'est beaucoup plus facile, hein. Plus facile de masquer une population. Mais là, vous entamez un autre sujet, là, qui est c'est vrai qu'on s'éloigne la manipulation des masses. Alors, plusieurs points intéressants dans ce que vous avez entendu. La première, il nous dit « J'ai vécu dans ces endroits-là, dans ces cités ». Donc, je sais comment cela fonctionne. D'accord, mais vu son âge, sans lui manquer de respect, il y a vécu il y a 30 ans. Et je crois
mais j'en suis pas sûr, que la population a changé et que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les jeunes que lui a connus à l'époque, surtout qu'il était une immigration principalement italienne, portugaise, espagnole. Entre-temps, cela a vachement changé. Ensuite, vous avez le fameux mythe, et ça c'est très français, c'est vraiment mais typiquement français, de la fameuse police de proximité. Sauf que, quand la police de proximité existait encore pleinement, c'était il y a encore longtemps. Et là encore, la population, entre-temps, s'est radicalisée. Ce n'est plus la même. Pourquoi on ne parle que de la police de proximité? Pour une raison toute simple. En France, comme on est un pays timoré, on ne veut pas prendre des décisions radicales. Les seules décisions qu'il faudrait prendre aujourd'hui pour ramener de l'ordre dans les cités, de ramener de l'ordre en France, alors on dit on va utiliser de la police de proximité, donc on va parler avec les jeunes, on va faire quelquefois du foot, on va rouler à vélo, en scooter. Je crois que les jeunes d'aujourd'hui n'en ont strictement rien à foutre. Et surtout, essayez aujourd'hui de mettre de la police de proximité dans les cités, vous allez voir comment ils vont être accueillis. C'est tout simplement aujourd'hui impossible. Mais ça, c'est un vieux mythe de gauche, car il faut quand même le dire, ce ancien flic est un homme de gauche, c'est un ancien syndicaliste. Donc lui, il a une pensée, une vision de la police plutôt à gauche. C'est-à-dire une vision qui ne fonctionne pas ou qui peut fonctionner quand vous avez un peuple unitaire ou une immigration différente. Si vous avez des Japonais dans vos cités, oui, là, vous pouvez mettre toute la police de proximité que vous voulez, ça se passera bien. Mais faire croire aux gens qu'avec de la police de proximité, vous allez ramener du calme, de l'ordre, et vous allez réussir et que cela va participer à l'assimilation de ces jeunes que vous n'avez pas réussi à assimiler à la France, vous vous trompez. Vu le degré de chaos et de violence que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas de la police de proximité qu'il faut. Il faut prendre des mesures qui sont bien plus radicales, des mesures que d'autres pays ont prises, sauf qu'en France, nous ne sommes pas prêts à le faire et même des anciens flics comme lui ne sont pas prêts à dire aux gens ça ne marchera pas, il faut taper beaucoup plus dur. Dernier point, et un point intéressant, sur les polices privées. Effectivement, on y va tout droit sur le modèle anglais, sur le modèle surtout américain, protestant, anglo-saxon, c'est-à-dire des milices privées. Les gens vont se payer, ou les villes vont se payer des milices privées parce que l'État n'est plus en mesure de protéger la population avec sa police, c'est-à-dire avec le régalien. Et puis, l'autre frontière qui sera peut-être un jour franchie, et qui est quelque part la plus grave, même si elle est compréhensible quelque part, c'est que les gens risquent de se faire justice eux-mêmes. Le nombre de permis, le nombre de gens inscrits dans des stands de tir, le nombre de gens qui passent leur permis de chasse alors qu'ils ne vont jamais chercher une seule fois de leur vie, ça veut tout simplement dire que même si les gens ne disent rien globalement, ils ont conscience qu'il y a une montée de la violence, que les gens en France s'arment, contrairement à ce qu'il dit en France, avoir une arme, ce n'est strictement pas impossible. C'est même plutôt plus facile en France que dans d'autres pays en Europe de posséder une arme. Donc les gens s'arment. Et vous savez, la frontière, elle est peureuse entre j'ai une arme à la maison et je ne fais rien à je saisis mon arme et je me fais justice moi-même. La frontière, elle est extrêmement peureuse. Et on le voit avec des squats, vous savez, les gens qui retrouvent leur propriété squattée. Il y a de plus en plus de gens qui se font justice eux-mêmes, donc qui délogent les gens qui squattent leur propriété eux-mêmes. Et un jour, malheureusement, comme l'État ne remplit plus son rôle, les gens finiront peut-être par se faire justice eux-mêmes. Et ce jour-là, on basculera dans le pire des scénarios qui pourraient arriver à la France. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.